Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La colère noire qui monte aux États-Unis. 4e nuit d'émeute à Minneapolis malgré l'arrestation du policier responsable de la mort de George Floyd. Le racisme dénoncé également dans les rues d'Atlanta, de Détroit et de Washington. Amandine Atalaya nous dira pourquoi cette protestation risque encore de prendre de l'ampleur. Nous irons aussi à Maubeuge où les salariés de Renault et les élus crient à la trahison. L'usine pourrait perdre une partie de son activité et donc de ses emplois pourtant vitaux, vous le verrez, pour la région. Pour les citadins des anciennes zones rouges, c'est enfin la délivrance. Depuis ce matin, les parcs et jardins ont rouvert. Une renaissance pour ceux qui n'avaient que les trottoirs pour se dégourdir les jambes. Alors que le plastique, lui, a fait son grand retour avec l'épidémie, des start-up françaises ont, vous le verrez, trouvé le moyen de le recycler quasiment à l'infini. Et puis nous vous offrons ce soir la visite des plus belles villas de la Riviera, des lieux dont la construction aura été à chaque fois une folie, des joyaux que nous avons pu découvrir en toute intimité avant le retour des touristes. Ni l'arrestation du policier responsable de la mort de George Floyd, ni l'appel de Donald Trump à sa famille n'auront suffi à calmer les esprits. Minneapolis a connu sa 4e nuit de violence, une communauté noire révoltée par cette énième bavure policière et qui n'a pas l'intention de s'arrêter. Regardez ce reportage au cœur de la contestation tourné la nuit dernière par nos envoyés spéciaux Amandine Atalaya et Mathieu Derrien. En quelques heures, les émeutiers ont pris le pouvoir au cœur d'une grande ville américaine. Ils tiennent les rues et le font savoir. À qui est ce quartier? Faut utiliser tous les trucs de travaux, foutez-les dans les rues. Les manifestants ont bravé le couvre-feu. Ils incendient des dizaines de bâtiments, banques, stations essence, supermarchés, restaurants. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a ici aucun policier, aucun membre non plus de la garde nationale et les protestataires sont livrés à eux. Les autorités savent plus quoi faire. C'était déjà le bordel à cause du Covid, mais là il y a des gens partout en colère. Ils craquent. Et personne n'arrive à les contenir. Jet de pierre côté manifestants. Riposte au loin de la police qui a reculé avec gaz lacrymogène et ballons caoutchouc. L'arrestation et l'inculpation de l'un des 4 policiers impliqués dans la mort de George Floyd n'ont calmé personne. Nous, on veut que chacun de ces policiers soit arrêté et mis en prison, comme on le ferait pour n'importe quel meurtrier. Nous ne verrons pas une arrestation. Mais dans tout ce quartier résidentiel, des pillages devenus banals. Ces manifestants-là répondent même à nos questions en pleine activité. C'est pour de la nourriture ou... C'est des pièces pour ma voiture. Le feu est mis à ce magasin aussi. Il est 2 h du matin. La police de Minneapolis, une nouvelle fois, reconnaît avoir été submergée. 1200 hommes arriveront en renfort ce soir. Pas de justice, pas de répit. C'est pas juste le cas de George Floyd. C'est toujours pareil. Voilà notre revanche. À l'aube, la ville n'a pas pansé ses plaies. Les voisins de ce garage se sont activés toute la nuit en vain avec leur propre seau d'eau. On a attendu les pompiers pendant 2 heures, parce qu'à chaque fois ils nous répondaient « on doit aller partout, on croule sous les appels ». C'est pas acceptable. Des innocents paient le prix des émeutes. Les autorités, qui décrivent un chaos dangereux, supplient les habitants de rester chez eux, un peu plus désemparés chaque jour. Bonsoir Amandine. Alors cette colère qui s'exprime à Minneapolis et que vous avez merveilleusement montrée dans ce reportage, elle a tout de suite trouvé un écho dans d'autres grandes villes américaines, Atlanta, Détroit, New York, Washington. Jusqu'où peut aller la propagation de cette contestation ? On n'en voit pas le bout pour l'instant, tout simplement, puisque cette colère, en effet, elle monte et elle se répand. Et elle est alimentée par des années et des années de ressentiment ici, puisque aux États-Unis, un homme noir a 3 fois plus de risque qu'un homme blanc d'être tué par la police. Il y a aussi ces images terribles qui encouragent les émeutiers, qui se voient vainqueurs face aux forces de l'ordre. Des policiers qui, en fait, ont peur de faire des victimes. Il y a eu hier soir un décès, un manifestant à Détroit. Et puis, nous sommes aussi dans un moment clé. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Chacun
ici veut en découdre. Donald Trump joue la partition de la fermeté. Il insiste beaucoup sur la répression des violences. Mais d'autres voix s'élèvent, notamment par exemple celle de la maire d'Atlanta qui a voulu faire un discours coup de poing, choc. Elle exhorte les pilleurs à rentrer chez eux et je vous propose de l'écouter. Si vous voulez changer l'Amérique, allez vous inscrire dans un bureau de vote. Montrez-vous au scrutin du 9 juin. Faites-le en novembre. Ça, c'est le changement dont nous avons besoin pour ce pays. Vous déshonorez cette ville, vous déshonorez la vie de George Floyd et de chaque personne qui a été tuée dans ce pays. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur cette 4e nuit d'émeutes à Minneapolis et cette colère qui prend de l'ampleur aux États-Unis. Revenons maintenant en France avec ces intempéries qui ont pris par surprise les cultivateurs du Gard et du Vaucluse. Hier soir, des orages de grêle très localisés mais aussi extrêmement violents ont dévasté des cultures entières. Regardez ce reportage signé Aurélie Herel et Lucas Garcia. C'est un déluge de grêlons qui s'est abattu hier soir sur le secteur de l'Irak, a blanchi les rues de la ville et les champs tout autour. Cette vigneronne conserve dans son congélateur ces grosses billes tombées en nombre. Ça fait peur, quoi. C'était impressionnant. Le bruit assourdissant des glaçons, on avait l'impression que tout allait se couper en deux, quoi. C'était dingue. Comme on le voit sur cette vidéo qu'elle a tournée hier. Et sur ces photos, prises dans ses vignes juste après l'orage. Ce matin, elle vient au chevet de ces plants qu'elle bichonne, aujourd'hui saccagés par la grêle. On voit déjà les sarments qui ont été cassés, voire coupés pour la plupart, quasiment tous. Bon, les raisins, bien sûr, ça, ils ont disparu quasi totalement. 17 hectares touchés, elle a perdu presque toute sa récolte. C'est vrai que ça fait une année à zéro, où après il va falloir arriver à s'en remettre. Sur les parcelles voisines, ce vigneron ne reconnaît plus ses vignes. Normalement, mais on est à cette hauteur. Déjà, on a diminué de cette hauteur, mais c'était assez épais. Presque toutes les feuilles sont à terre, des dégâts considérables. Une grappe touchée par la grêle. Tous ces petits points marrons, ça c'est l'impact de la grêle. Donc dans quelques temps, ça va sécher, puis ça va tomber. Donc il n'y aura pas de raisin. Après le gel de mars, la grêle est un nouveau coup dur pour ce fils de vigneron. Tout le travail de toute l'année qu'on donne et que d'un coup, en 10 minutes, tout est fini. Donc ouais, ça fait mal au cœur. Ouais. Mon père a en pleuré hier soir. Une quarantaine de vignerons touchés, 500 hectares abîmés par la grêle et un double impact, une récolte en partie détruite cette année et qui restera réduite l'année prochaine. Partons maintenant dans le nord de la France, à Maubeuge, où les salariés de l'usine Renault ne décolèrent pas. Même chose du côté des élus. Hier, le groupe automobile a laissé entendre qu'une partie de l'activité du site pourrait être transférée. Une catastrophe pour ce bassin d'emploi déjà sinistré. 8000 personnes sont donc descendues dans la rue ce matin. Pierre Galassio, Hélène Bonnet et Lucas Prévost. Dans le cortège, des salariés bien sûr, mais aussi des amis, des familles, des élus, toute une région venue défendre ses emplois. Si vous retirez Maubeuge Construction Automobile du bassin de la Sambre, qu'est-ce qui reste? Rien. Il n'y a déjà pas beaucoup de travail dans le bassin de la Sambre. Donc si MCA ferme, c'est une catastrophe. Moi, je vais avoir 51 ans, ça va être très difficile de retrouver du travail sur le territoire. 2100 salariés travaillent ici, mais la direction de Renault souhaite optimiser le site avec celui de Douai, éloigné de 70 km. Là-bas, seuls 90 000 véhicules sont fabriqués chaque année, alors que la capacité totale est de 400 000. À Maubeuge, les salariés craignent de perdre la production des utilitaires Kangoo. Faire 1h30 de route, aller, 1h30 retour, c'est pas un travail qu'on fait à la tête, au mental, c'est physique. En plus, le trajet, je pense que les personnes vont s'effondrer au bout d'un moment. Un même sentiment, écrit en lettres rouges, trahison. Parce qu'on a une visite du président de la République avec Carlos Ghosn, qui est venu en 2018 préciser que le site était rentable et productif. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Ils doivent tenir leur engagement. Tous les salariés ont à l'esprit cette image. Emmanuel Macron et Carlos Ghosn venus visiter l'usine il y a moins de 2 ans. Le site de Maubeuge était alors présenté à grand renfort de communication comme un modèle de compétitivité. Son avenir semblait assuré. À l'époque, le président de la région des Hauts-de-France se réjouissait lui aussi. Aujourd'hui, il est dans le cortège comme de nombreux autres élus.
Aujourd'hui, le site, directement, c'est 2100 emplois. C'est près de 10 000 emplois autour. Dans un bassin de vie de 220 000 habitants, ça serait une catastrophe sociale, une catastrophe économique et un tsunami d'aménagement sur notre territoire. Pour le moment, la direction de Renault reste floue quant à l'avenir de Maubeuge. Officiellement, l'usine ne ferme pas. Renault prévoit 4600 suppressions de postes en France. Aucun licenciement sec, assure le constructeur. Et voilà peut-être un chiffre qui explique en partie les difficultés de Renault. Le parc automobile français est l'un des plus vieux d'Europe de l'Ouest. Ces dernières années, l'âge moyen des véhicules est passé de 9 à 11 ans. En termes concrets, cela veut dire qu'on achète davantage de voitures d'occasion que de voitures neuves. Explication Johan Engen et Jean-Philippe Eckett. Dans cette usine où l'on désosse les voitures en fin de vie, rien ne se perd, tout se recycle en pièces détachées. Cette portière, ce pare-choc, ce phare et même ce rétroviseur vieux de 19 ans. Aujourd'hui, cette pièce qui date de 2001 est destinée au marché français et sera vendue très rapidement. Depuis quelques années, les besoins en pièces détachées se multiplient car les Français ont des véhicules de plus en plus anciens. 20% du parc automobile a même plus de 23 ans. Il y a une tendance à vouloir davantage réparer que de jeter directement son véhicule, c'est une certitude. La génération du j'achète, je jette, je pense qu'effectivement, elle a laissé sa place à une génération qui aujourd'hui est beaucoup plus tournée vers l'économie circulaire, vers le fait d'entretenir un maximum ses produits et de les utiliser jusqu'au bout. Des Français qui gaspillent moins et qui, chez ce vendeur, se tournent aussi de moins en moins vers les voitures neuves. En 2019, 3 véhicules sur 4 étaient achetés d'occasion. La raison est bien simple. Le tarif, c'est pas très intéressant d'acheter du neuf quand on voit la décote à l'achat, donc tant qu'à faire, autant partir sur de l'occasion. J'ai pas un budget sensible, hein, on s'est fixé un budget et on va essayer de rester dans ce budget-là. Pour un premier véhicule d'un étudiant, je dirais, c'est pas besoin d'avoir un véhicule à 30 000 €. Pour expliquer aussi pourquoi le parc automobile vieillit, ce professionnel de l'occasion a noté un détail intéressant. Cette voiture, par exemple, elle a 7 ans et 102 000 km. Il y a 10 ans, quand on reprenait une voiture de ce même type, elle avait 10 000 km de plus sur le compteur. Les Français roulent donc moins qu'avant. Il y a 10 ans, ils roulaient 15 000 km par an. Aujourd'hui, ils roulent 12 900 km par an en moyenne. Les voitures, évidemment, durent plus longtemps. Et comme elles sont déjà plus robustes et qu'elles sont effectivement plus qualitatives, les Français roulent avec plus longtemps. Chez ce spécialiste de la vente aux enchères, l'âge d'un véhicule n'est plus un problème. Ce responsable est par exemple certain que même cette petite citadine de 15 ans trouvera preneur. La formule magique pour convaincre les acheteurs, ne pas cacher l'historique de la voiture. Donc elle était dans un garage pendant 4 mois. Ensuite, elle a été revendue à un particulier pendant 6 mois. Revendue à un particulier qui, lui, l'a gardée 5 ans. Ensuite, revendue au bout de 5 ans à un pro de l'automobile. Revendue à un particulier qui, lui, l'a gardée quasiment 7 ans. Il y a encore quelques années, les acheteurs n'avaient pas accès à autant de détails. Le monde de l'occasion était avant voici la voiture, voici le contrôle technique, merci, au revoir. Maintenant, il faut apporter un plus. Il faut garantir à nos clients la traçabilité et une transparence totale sur l'état du véhicule. Le gouvernement vient d'annoncer cette semaine un renforcement de la prime à la conversion et du bonus écologique. Objectif, inciter les Français à acheter des véhicules plus récents et donc moins polluants. Sur le front de l'épidémie maintenant, pas de deuxième vague en vue pour l'instant, même s'il existe des foyers de contamination ponctuels sur le territoire. Une contamination maîtrisée, notamment grâce à un dépistage massif. Et parmi celles qui sont en première ligne, selon la formule consacrée, il y a bien évidemment les infirmières libérales. Eh bien, vous allez voir qu'elles auraient aimé un peu plus de soutien de la part des pouvoirs publics. Mathilde Véron et Sophie Hernandez. Les surblouses ont remplacé les maillots de foot. Allez, c'est parti. À Vambrechy, près de Lille, les infirmières libérales ont investi les locaux du stade municipal pour réaliser des tests Covid. Alors ici, anciennement des vestiaires, on a tout aménagé. Chacun en fait a une partie au niveau du banc où il s'habille et se prépare pour faire les tests, tout simplement. Un moyen d'économiser du matériel, trop rare pour le changer à chaque test à domicile, mais aussi de rassurer les patients qui n'ont pas à sortir de leur voiture dans ce drive. C'est moins anxiogène en fait, d'être à l'extérieur et puis on voit qu'il y a toutes les protections qui ont été mises en œuvre. Depuis un mois, les infirmières de la ville s'y relaient, en plus de leur travail habituel.
Elles se sont organisées seules. L'Agence régionale de santé n'a reconnu la structure qu'il y a quelques jours. On aurait bien voulu avoir un encadrement vis-à-vis de l'ARS et des directives. On attendait, ça ne venait pas, quoi. Donc on s'est débrouillé. La débrouille et l'entraide, comme mot d'ordre. Ensuite, je fais la même chose dans l'autre narine pour éviter les faux négatifs. Centre médical, bonjour. Dans ce cabinet en région parisienne, les infirmiers se forment entre eux pour réaliser ces nouveaux gestes. En libéral, depuis plus de 20 ans, je n'avais pas fait de prélèvement, sauf dernièrement, je crois, il y a 3 mois. Donc c'est beaucoup plus à l'aise de reprendre. C'est de leur propre chef que ces professionnels ont décidé de prélever des patients. Et ce n'était pas si simple. On ne peut pas dire que l'ARS nous facilite la tâche. Il a fallu qu'on aille voir les laboratoires, voir s'ils acceptaient de travailler avec nous, puisque ce sont eux qui nous fournissent, je dirais, l'ensemble des tests. Il y a 130 000 infirmiers en France. Pourquoi ne pas les utiliser, sachant qu'on est organisé? Et même mieux organisé encore qu'avant la crise. Dans l'Essonne, les professionnels de santé de plusieurs communes ont mis en place une plateforme pour se répartir les tests, un outil à quelques milliers d'euros. Et c'est nous qui avons avancé les frais, oui. Vous trouvez ça normal? Pas vraiment, mais on va quand même tâcher de se faire financer. Quand on ne vous le donne pas de suite, vous le fabriquez, puis vous le payez, et on verra après. Une coordination essentielle, notamment pour se rendre au domicile des plus fragiles. Cette patiente aurait dû faire garder son fils handicapé pour se faire tester en laboratoire. Les infirmiers libéraux sont parfois les seuls soignants accessibles pour beaucoup de Français. Et à partir de la semaine prochaine, un autre dispositif va s'ajouter aux tests pour endiguer toute nouvelle contamination. Il s'agit de l'application Stop Covid à télécharger gratuitement sur son smartphone à partir de mardi. Elle vous alertera si vous avez été en contact avec un malade et elle a nourri beaucoup de questions et de fantasmes. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors, dernière rumeur en date, Stop Covid pourrait récupérer les contacts de ses utilisateurs. Est-ce que c'est une info ou une infox? Infox, il n'y a aucun risque Anne-Claire. Nous avons contacté Mathieu Quinche, c'est l'un des chercheurs qui a développé cette application et il est catégorique, Stop Covid ne peut pas accéder au répertoire des utilisateurs. Pour le prouver, le gouvernement a d'ailleurs publié le code source de l'application, c'est en quelque sorte son ADN. Eh bien, de nombreux experts indépendants ont analysé ce code et ils confirment eux aussi que l'accès aux contacts ne figure pas dans les fonctionnalités de Stop Covid. Même chose pour la géolocalisation, Stop Covid ne saura rien de vos déplacements, l'application n'utilisera pas votre GPS mais le Bluetooth du téléphone. Chaque utilisateur envoie un signal, les signaux se croisent lorsque les personnes se rencontrent et l'application se basera sur la puissance du signal pour évaluer la proximité entre deux personnes. Plus les personnes seront proches, plus le signal sera fort. L'objectif est de nous alerter si nous avons été à proximité d'une personne malade. Le problème, selon Baptiste Robert, il est chercheur en cybersécurité, c'est que le Bluetooth n'est pas fait pour ça. Ce système contient donc une marge d'erreur, selon lui. Par exemple, même si nous sommes à 1 mètre, mais qu'un mur nous sépare ou que nous sommes de dos, eh bien l'application nous alertera alors qu'en réalité, il y a très peu de risques de contamination. Alors Samira, dites-nous dans quelles conditions cette application pourrait vraiment être utile? Alors il faut d'abord qu'un maximum de personnes téléchargent Stop Covid et que chacun joue le jeu en livrant les bonnes informations au bon moment. Les malades doivent se faire connaître et les gens qu'ils ont croisés recevront une alerte et ils devront se faire dépister. Deuxième point, on voit bien que le volontariat a très peu de succès à l'étranger, sauf en Islande où 40% de la population a téléchargé l'application. Eh bien, en Europe, aucun pays ne l'a rendu obligatoire. Mardi prochain, les Français, eux aussi, auront le choix de télécharger cette application Stop Covid ou pas. Merci beaucoup Samira. Et puisque vous parlez du choix des Français, eh bien dans un mois tout juste aura lieu le second tour des élections municipales. Les partis qualifiés doivent déposer leur liste mardi prochain, dernier délai. Et La République En Marche n'avait sans doute pas besoin du psychodrame qui vient de se jouer à Lyon. Gérard Collomb, marcheur de la première heure, s'est allié à la droite pour contrer les écologistes. Ça n'a pas du tout plu à la majorité présidentielle, une majorité plus fractionnée que jamais. Céla Bougriou et Hélène Massiot. C'était l'un de ses premiers compagnons de route, l'allié historique du président de la République. Voici Gérard Collomb, ému aux larmes en 2017. La relation presque filiale aura duré 3 ans. Entre ces mots de l'époque et ses récentes déclarations, le contraste est saisissant.
Le meilleur chemin, c'est celui effectivement que nous avons pris avec Emmanuel Macron. Ce qui m'avait plu chez Emmanuel Macron, c'est qu'il pensait le futur et finalement, petit à petit, on a abandonné cette vision globale. Eh bien voilà, ce sont des contradictions qui évidemment font mal. Jeudi, l'ex-ministre de l'Intérieur scelle le divorce et pose avec ses nouveaux compagnons. À Lyon, il lâche En Marche et se rallie à la droite. Le président espérait gagner la deuxième ville de France, c'est raté. Dans la capitale aussi, c'est très mal engagé. À Paris, le trublion se nomme Cédric Villani, l'un des poulains du président, candidat dissident pour la capitale. Sa convocation à l'Élysée en janvier dernier n'y avait rien changé. Aujourd'hui, j'acte une divergence majeure. Je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Cette semaine, le mathématicien a même rencontré la rivale socialiste Anne Hidalgo. Et ce député est loin d'être le seul à défier l'autorité du président, qui voit à distance l'Assemblée se fragmenter. Plus de majorité absolue. Il y a 10 jours, 17 déçus du macronisme s'unissent dans une nouvelle formation. Et pendant ce temps, silence radio du côté de l'Élysée. Après la crise sanitaire et les élections municipales, l'éventualité d'un remaniement reviendra sur la table, avec un objectif: élargir la majorité. Une délivrance, voilà comment les citadins des anciennes zones rouges ont vécu cette journée. Sans attendre le 2 juin, les parcs et jardins des grandes villes d'Île-de-France et de l'Est ont ainsi pu rouvrir leurs portes. Un soulagement pour ceux qui, pendant 2 mois et demi, n'ont eu que les trottoirs pour se dégourdir les jambes. Florence Lecnec et Arnaud Etcheverry. 7 heures à l'horloge, sans grincement, mais avec un bruit familier, les grilles du parc Montsouris, sous le geste expert de David. Encore mieux qu'un cri de ralliement pour tout le voisinage. Ça fait 2 mois et demi que j'attends. 2 mois et demi que tous les matins, nous regardons par la fenêtre David qui circule, qui fait son petit tour et on attend qu'il nous ouvre le parc. Ça y est, c'est fait. Hein, Jagger? Il est heureux, Jagger. 2 mois qu'on le voit. Voilà. Vous dites quoi alors à David? Ben, merci, David. Merci d'avoir veillé sur leur jardin. Et de leur rendre ce matin avec ces herbes un peu folles, ces oiseaux tranquilles, comme un paradis retrouvé. Et ça donne effectivement envie de bouger, danser, s'étirer, regarder au ciel, en l'air, et voilà. Assez mémorable pour que l'on veuille capturer l'instant, presque incrédule après des mois de privation. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas couru ici, donc je découvre un peu. Donc là, je fais des tours un peu originaux, différents, et c'est vraiment un plaisir. Donc on a vraiment, en plus avec le temps qu'il fait, c'est merveilleux. Des retrouvailles pour cueillir peut-être sa première pâquerette. Courir, marcher, s'allonger, de plus en plus nombreux au fil des heures, parfois un peu troublés par tant de liberté. Comme il fait beau, c'est le week-end, on voulait profiter du beau temps. Mais évidemment, on voulait aussi rester prudent quand même avec le virus. Ne dites rien parce que ma famille ne sait pas que je suis sortie. Car s'offrait aussi comme bonus du jour le choix du décor. Ambiance champêtre au but de Chaumont ou sur les 180 hectares du parc de Sceaux, des jardins à la française entretenus au cordeau. Des pelouses assez accueillantes pour s'inventer quelques heures de vacances. Le programme, c'est farniente, repos, soleil. Mesdames et messieurs. Et parfois, rappel à l'ordre. Respectez la distance de sécurité entre vous. C'est-à-dire, pas de pique-nique ou de bronzette collée serrée. Peut-être monsieur peut encore reculer un tout petit peu, si c'est possible. Un samedi au soleil presque ordinaire au temps du déconfinement. Et dans cette vie qui reprend son cours doucement, avez-vous gardé quelques habitudes imposées par le confinement? On pense notamment à l'achat de fruits et légumes frais chez les maraîchers locaux. Ils avaient été, on s'en souvient, submergés de demandes. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Victoria David et Frédéric Mignard. Bonjour monsieur. Ce matin-là, livraison en direct de la ferme. Tant qu'ils livrent, nous on commande. Tous les produits sont très bons. Ils sont très bons. Ma fille, qui n'a jamais mangé de clémentine de sa vie, en raffole. Des paniers vendus par ce maraîcher depuis le début du confinement. L'ail. Tu veux une tête? Grâce à la livraison, Dorian a triplé son chiffre d'affaires.
Aujourd'hui, cela continue. Il reçoit une trentaine de commandes par jour. C'est vrai qu'il y a un changement de consommation qui est important et c'est un virage à prendre pour nous, producteurs, qui distribuons nos produits sur les marchés et aux clients. Producteurs très demandés, vente en hausse dans les petits commerces, la proximité fonctionne. La preuve avec ce réseau de circuits courts. Depuis 2 mois, il y a 4 fois plus de commandes que d'habitude. Ma première commande chez vous, alors que j'habite la rue d'à côté, depuis voilà, 2 ans. On a pris des produits qui venaient d'une ferme d'à côté et du coup ça nous a donné, moi ça m'a donné envie de consommer des produits locaux et qui sont aussi meilleurs. Comme Audrey, 200 nouveaux clients ont rejoint le réseau. Ils m'ont souvent dit mais nous on va rester, maintenant on a décidé de consommer autrement. Local, frais, bio, 3 critères devenus essentiels pour de plus en plus de Français. On a fait du changement pendant le confinement et puis on se dit pourquoi pas continuer. Oui, je continue parce que faut aider nos cultivateurs, nos producteurs français, voilà. Alors les supermarchés aussi tentent de s'y tenir. Ici par exemple, quelques fruits et légumes locaux. Ce genre de choses n'existait pas il y a encore à peu près 3 mois. Dans ce magasin, les ventes de produits français sont toujours en hausse, plus 15% par rapport à l'année dernière. On va essayer de tenir ces bonnes résolutions, mais après, c'est au bout de la chaîne, ça reste le client qui décide. Donc c'est aussi au client de continuer à nous inciter à aller sur cette partie-là. Enfin, le bio reste lui aussi plébiscité, avec des ventes supérieures à celles de 2019, malgré le déconfinement. Les consommateurs français qui pourraient aussi sauver le monde du tourisme l'été prochain, en tout cas en partie, car il est des secteurs, vous allez le voir, où ils ne remplaceront jamais la clientèle étrangère et son énorme pouvoir d'achat. Les Galeries Lafayette, par exemple, ont rouvert leurs portes aujourd'hui, mais elles s'attendent à diviser par 2 leur chiffre d'affaires cette année. Même inquiétude du côté des guides touristiques. Marine Marc, Jean-Yves May et Iker Zabala. 11h ce matin. L'ouverture des portes aux Galeries Lafayette. Après quasiment 3 mois de fermeture, l'un des plus célèbres magasins parisiens peut à nouveau accueillir des clients. Il a aussi lancé un nouvel outil, du shopping en visioconférence. Je cherche un mascara noir. Est-ce que vous auriez ça, s'il vous plaît? Très bien, je vous accompagne, madame. Merci. Les galeries misent sur le numérique pour conserver un lien avec ceux qui ne peuvent pas encore se rendre en magasin. La clientèle étrangère représente plus de 50% de son chiffre d'affaires. Ces touristes internationaux, sans lesquels Paris paraît bien vide en cette époque. D'ordinaire, des centaines de bateaux sillonnent la Seine. Ce matin, ce groupe d'amis qui fête un anniversaire est seul à naviguer. C'est assez étonnant parce que comme nous sommes tous parisiens, c'est aussi une forme de découverte. Et je trouve que c'est ça qui est peut-être une des conséquences du confinement, c'est que finalement on redécouvre sa ville. Ça c'est pas mal. Vous êtes touriste chez vous en fait. On est touriste chez nous. Depuis des semaines, les célèbres bateaux-mouches et autres croisiéristes doivent rester à quai. Mais en limitant ces groupes à 9 personnes plus un capitaine, cet organisateur d'excursion a pu reprendre son activité dès le 11 mai, dans l'espoir de sauver une saison mal engagée. Le tourisme étranger, pour nous, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Cette année, on met clairement une croix dessus. Et donc, du coup, on mise beaucoup sur les Parisiens au début et puis ensuite sur tous les Français. Même défi pour cette entreprise qui propose des visites guidées en 2 chevaux. Sa clientèle habituelle est majoritairement américaine. Elle a donc imaginé de nouvelles excursions insolites pour conquérir un public local et national et fait des promotions. On sait que beaucoup de gens financièrement traversent une période qui n'est pas la plus facile. Donc c'est vrai qu'on a voulu faire un petit geste pour notre clientèle française cette année. Un espoir de solidarité nationale. Mais de nombreux acteurs du secteur craignent les conséquences de cette crise annoncée comme la pire de l'histoire du tourisme international. Ce samedi, les peintres de la célèbre place du Tertre n'avaient pas grand monde à croquer. De nombreuses boutiques de souvenirs étaient encore fermées. Faut que j'aille. En éducation, on a beaucoup parlé de l'importance de la réouverture des écoles primaires et des collèges, mais parmi les priorités du ministère, il y a aussi les filières professionnelles. Dans ces établissements, difficile d'enseigner des métiers très manuels à distance. Vous allez voir aussi que le décrochage scolaire y a été bien plus important qu'ailleurs. Anthony Lebos, Marine Marc et Marie-Laure Bonnemin. Élie est étudiant dans un lycée hôtelier à Paris. Alors là, qu'est-ce que vous préparez ? Une crème pâtissière. Depuis près de 3 mois, sa crème et ses autres travaux pratiques se réalisent chez lui.
Mais pas toujours commode pour un apprenti cuisinier de suivre des cours sur Internet. Avant la rentrée, le retard dans le programme s'est accumulé. On a appris très peu de nouvelles leçons depuis le début du confinement. En plus, quand on est chez nous, c'est difficile de se dire là, j'ai envie de travailler. La cuisine, elle me manque un peu parce qu'on avait tous les ustensiles, on avait tous les ingrédients qu'il fallait pour la recette. Distanciation physique oblige, il serait difficile d'imaginer un retour dans les cuisines de son lycée dans les mêmes conditions qu'au mois de janvier dernier. Dans cet autre établissement dans l'Essonne qui forme au métier de la sécurité et de l'électricité, on prévoit déjà un kit sanitaire pour chaque enseignant. Un petit gel hydroalcoolique, d'accord. Je fais mes courses. Un sopalin qui va te servir avec le virucide. Dans les ateliers du lycée, il faut aussi imaginer les nouvelles conditions d'accueil. Ici, d'ordinaire, 12 élèves suivent des travaux pratiques. Le 2 juin, ce sera moitié moins. Mais l'essentiel est ailleurs. Il faut vite renouer le contact avec des élèves perdus en route. La plupart de nos élèves sont venus sur les voies professionnelles justement pour toucher la matière. Le confinement, c'était très difficile. Un certain nombre ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et ça a été difficile d'entrer en contact avec eux. Le décrochage a été flagrant. Plus d'un élève sur 3 en CAP a décroché dans ce lycée. La proviseure veut prendre ce problème à bras-le-corps, mais elle devra composer avec les contraintes sanitaires. On a un peu moins de 700 élèves et on peut en accueillir 70 par jour. Donc on est obligé de faire des choix et notre choix, ça va être d'abord les publics les plus fragiles, les CAP, puis les secondes, puis les premières. Dans ces conditions, l'établissement ne pourra revoir l'ensemble des élèves qu'1 à 2 fois seulement d'ici la fin de l'année scolaire. Ce chiffre à présent, 66 kilos, c'est le poids des déchets plastiques générés tous les ans par chaque Français. Une quantité qui pourrait bien augmenter, tant cette matière, autrefois décriée, a été plébiscitée ces derniers temps pour des raisons sanitaires. Mais vous allez voir qu'une entreprise française a peut-être trouvé la solution. Jusqu'à présent, le recyclage du plastique était limité. Il pourrait devenir infini. Les explications de Pauline Dumortier et Séverine Fortin. Et si cette bouteille devenait une barquette ? Puis cette barquette un gobelet. Objectif, recycler ces plastiques à l'infini, sous toutes ses formes. Après 5 années de recherche, cette entreprise auvergnate a trouvé la solution. Alors, notre matière première est par exemple ces déchets plastiques qui ont été broyés et compactés. Mais la trouvaille de ce laboratoire se trouve dans cette pipette, une enzyme qui permet d'accélérer la déconstruction du plastique. Et là, je mets l'enzyme et c'est parti pour 10 heures. Pendant 10 heures, cette enzyme, tel un petit ciseau, va découper les molécules de plastique et les répartir en 2 groupes distincts. Une qui est un solide blanc et l'autre qui est un liquide parfaitement incolore. Les 2 constituants de base ont été isolés. Il est alors possible de recréer du plastique. Ensuite, les fabricants de plastique, avec ces 2 briques, vont pouvoir refaire, par exemple, cette bouteille, ou une barquette, ou un t-shirt. Autre solution pour nos déchets plastiques, les transformer en matériaux de construction. Des tables ou des chaises imaginées dans cette entreprise de région parisienne. Par exemple, là, vous allez avoir du jaune qui est récolté sur les plages. Le rouge, ça va être issu de bouteilles du domaine alimentaire. Et donc là, toute cette production, c'est une production sur mesure qui part pour un cuisiniste pour un plan de travail. Composé uniquement de déchets plastiques, le mélange est ensuite placé dans un four. Et maintenant, on va mettre la matière à chauffer. Un procédé de fabrication précieusement conservé, car le produit inventé par cette jeune équipe d'ingénieurs présente de multiples avantages. On peut le visser, le percer, le découper à la scie sauteuse, scie circulaire. On est vraiment sur le même outillage que pour le travail du bois. D'ici 1 mois, de nouvelles machines seront livrées pour augmenter les capacités de production. On va produire en fait les sièges de la prochaine piscine olympique que vous voyez ici. 10 000 chaises supplémentaires à produire. Avec ces innovations, l'entreprise recycle déjà plus de 5 tonnes de déchets plastiques chaque semaine. On va maintenant parler d'un sujet qui fâche dans le monde des supporters de football. Alors que les Allemands, les Espagnols, les Italiens et les Britanniques ont repris leur championnat ou sont en passe de le faire, eh bien la Ligue 1 française, vous le savez, a été définitivement arrêtée. Décision jugée trop précipitée par certains. Fallait-il attendre un peu pour sonner la fin de la saison? Sander Rendez-Adret, Pierre Lipins. Dans les stades de France, les pelouses poussent paisiblement depuis plus de 2 mois.
Pas en Allemagne, où cela fait déjà 3 semaines que les joueurs professionnels les foulent chaque semaine à huis clos. En Allemagne, voilà, ils ont décidé que la meilleure des choses à faire, c'était de terminer le championnat. Et puis ensuite, ils ont mis une organisation en place pour pouvoir jouer dans des conditions sanitaires acceptables, ce qui est le cas en regardant les matchs, on le voit. Je pense qu'ils vont aller au bout. Et s'ils vont au bout, ils ont été meilleurs que tout le monde, tout simplement. À Barcelone, Antoine Griezmann va bientôt rejouer. Après les Allemands, ce sont tous les grands championnats européens qui annoncent les uns après les autres leur date de reprise. Portugal, Espagne, Italie, Angleterre. En France, dès le 28 avril dernier, le Premier ministre donnait le coup de sifflet final de la Ligue 1. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Recommandation entérinée par la Ligue nationale, puis la Fédération française. Décision hâtive pour certains, injuste pour d'autres, que personne aujourd'hui ne semble franchement assumer. Depuis des semaines, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, plaide pour une reprise. Finir coûte que coûte le championnat pour faire respecter l'équité sportive. Arrêtons de se faire du mal. Nos clubs sont malades du Covid-19 et de la décision injuste d'arrêter notre championnat. La ministre des Sports, elle, maintient sa position jusqu'à faire un peu de provocation. Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si M. Aulas a différents scénarios à proposer, je l'invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu'il y aura du public. Je pense que le football français a payé sa désunion. Et les conséquences économiques seront importantes. 400 millions d'euros de manque à gagner pour le football français sur cette saison 2019-2020. En Allemagne, les buts s'enchaînent. Ce soir, c'est la Hongrie qui franchira un nouveau cap en autorisant le retour de quelques supporters dans les tribunes. Les Français, eux, patienteront au moins jusqu'à mi-août. Et pour patienter et tromper le temps, rien de tel que de regarder passer les bateaux. Eh bien, c'est désormais à nouveau possible. Sur le canal du Midi, ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO a rouvert à la navigation hier, avec 3 mois de retard. Pascal Michel et Perrine Mislange y étaient, regardez. Premier passage d'écluse de la saison. Il faut que tu remontes, hein. La corde, là. Il rêvait de ce moment depuis des mois. Larguer les amarres, retrouver le plaisir de la navigation sur les eaux vertes du canal du Midi. Destination, la Grande Bleue. Ça fait depuis le confinement, 2 mois qu'on était bloqué sur Castelnaudary. Et voilà, on descend à la mer là. On descend à la mer. Vous vous sentez comment? Bien, très bien, il fait beau, on va bronzer. Sur le canal du Midi, les écluses sont fermées depuis le 31 octobre dernier. La navigation aurait dû reprendre le 12 mars, mais le confinement en a décidé autrement. Les éclusiers ont repris leur poste hier et depuis, ils ont vu très peu de bateaux. C'est le deuxième. J'en ai eu un ce matin et un cet après-midi. Sur le bassin de Castelnaudary, les 70 bateaux de ce loueur sont à quai depuis 6 mois. Et ils ne quitteront le port que dans une quinzaine de jours. Le temps d'établir un protocole sanitaire et de relancer les réservations, car la saison commencera avec 3 mois de retard. On est en train de recontacter tous nos clients pour leur proposer maintenant de revenir sur l'été. On devrait tourner à 50% de nos capacités cette année, dans le meilleur des cas. Sur les berges du canal, les cyclistes ont déjà repris possession des chemins de halage. On est content de pouvoir circuler, on arrive de Toulouse là, du coup on est parti pour le long week-end, donc ça n'aurait pas été possible il y a quelques semaines, quoi. C'est une autre façon de vivre le canal du Midi, de plus en plus prisé. N'importe lequel, on avait les sacoches. Depuis le 11 mai, la location de vélos a repris, mais là aussi, lentement. Il n'y a que maintenant, depuis 4 ou 5 jours, qu'il y a des appels. Ils ont un peu envie de beaucoup de liberté parce qu'ils ont passé déjà 2 mois et demi en confinement. À partir de mardi, rouvriront les gîtes, les restaurants, les guinguettes au bord de l'eau. L'activité qui reprend avec, comme toujours sur le canal du Midi, une certaine douceur de vivre. Allez, on va partir pour une région où la douceur de vivre a longtemps été réservée à une élite. Au début du XXe siècle, la Riviera française a attiré les plus grandes fortunes d'Europe et ces grandes familles y ont construit des villas de rêve. À chaque fois, vous allez le voir, l'histoire de leur construction est presque aussi belle que leur architecture. Visite en toute intimité, avant le retour des touristes, signé Olivier Santiki, Bertrand Lachat, Emmanuel Copeau et Vincent Piron. Des anges silencieux sur la baie de Nice, des touristes évanouis à Villefranche, des palais alanguis. On s'est dit, soyons opportunistes, avant que tout ne recommence, enchaînons les merveilles architecturales de la Côte d'Azur. Et évidemment, notre caprice a commencé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, par la star. Bienvenue à la Villa Efrussi de Rothschild, dans l'un des plus grands palais de la Côte d'Azur.
Béatrice Ephrussi de Rothschild, l'une des plus grandes fortunes du début du XXe siècle, qui se met en tête d'édifier une demeure démesurée. Sa folie belle époque épuise 15 architectes, 5 ans de labeur. Pour aménager les collections et les fameux jardins, elle remue ciel et terre. Ici, c'était un peu ce qu'on voit en face, quoi, c'est-à-dire des sortes de forêts de pins, de cyprès. Donc, tout cela a été explosé avec des tonnes d'explosifs. Il a fallu tout faire sauter pour araser le rocher et faire venir beaucoup de terre. C'était quand même un chantier colossal. Les gens regardaient ça avec des grands yeux en disant qu'est-ce que c'est que ce projet complètement fou, quoi. 9 univers végétaux, dont le jardin à la française, pensé comme le pont principal d'un paquebot. On n'imaginait pas cette mise en scène. Désormais, c'est le royaume de 7 jardiniers, même s'ils n'étaient que 2 pour affronter les 7 hectares pendant l'épisode du coronavirus. Nous, on est là depuis 2 mois, depuis le confinement, à suivre le jardin, mais j'ai dit à mon collègue, on va s'occuper des plantes. En cette saison, 800 personnes se pressent chaque jour entre les azalées, les camélias, les arbousiers. Nous partîmes à 3, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 13. Et il y en eut encore. Des cacatoès. Je leur ai demandé de faire un petit show, hein, quand même. Ils viennent sur commande, c'est ça? André est intarissable sur les 1500 espèces rapportées du monde entier, sur les traitements et les apports, forcément bio. On taille les oliviers, vous voyez, et après on fait du déchet. Sur un de ses chouchous, le vieux caroubier poussé à travers la roche. Oh, je dirais 300 ans, facile. C'est pour ça que là, il y a une béquille. Il y a une canne. Il y a une canne, oui. Et sur les parfums de pélargonium, encore une surprise. Celui-là, il sent le chocolat. Ah oui. Ah, c'est étonnant, ça. Chocolat. Chocolat. La fragrance flotte sûrement jusqu'à la Villa Kérilos, à quelques encablures. Pointe des Fourmis, Beaulieu. C'est là que s'est échoué ce vaisseau de pierre, comme surgi du IIe siècle avant Jésus-Christ. Dès l'entrée, l'œil sévère de Solon nous précipite en Grèce. Les thermes, les 14 colonnes en marbre de Carrare du péristyle. Les scènes de la mythologie, quand les barrières sociales n'existaient pas. Mais si l'on veut vraiment tutoyer les dieux, il faut monter jusqu'à la terrasse. C'est la plus belle vue de la côte, là. C'est pas mal, c'est une des plus belles, oui, sans doute. 20 mètres en contrebas, le miroir turquoise. Au-dessus de nos têtes, la gouaille des goélands. Par grand beau, on jurerait voir Hermès, Poséidon, et même là-bas, à l'horizon, la mer Égée. C'était le souhait du fondateur des lieux. Lorsqu'il s'appuyait à cette rambarde depuis cette terrasse haute, on imagine complètement l'endroit où on est et on pourrait contempler la mer depuis Délos. Ce rêve de mosaïque, propriété de l'Institut de France, n'a pas traversé les âges par miracle. Il a pris corps en 1902 seulement, grâce au mécène Théodore Reynac, amoureux de cette civilisation. C'est une passion intelligente et ce qu'il faut surtout souligner, c'est le geste de création très fort. Puisque dans la Villa Kérilos, ils n'ont pas voulu faire de copie de l'antique. Ils se sont inspirés de l'antique pour faire une véritable création du XXe siècle. Le savant et sa famille pouvaient se reclure sans crainte d'inconfort. Nous découvrons le chauffage par le sol, les interrupteurs électriques indécelables, la douche multigée, déjà. Et dans le petit salon, littéralement intouchable, cet écrin en bois de citronnier. On a l'impression que vous manipulez le Saint-Suaire, là, hein, vous voir. C'est une pièce tout à fait unique, qui a été conçue sur mesure par Pleyel, pour Théodore Reynac, lequel l'a commandée pour son épouse. Donc la solution, c'est celle-ci, c'est de camoufler le piano dans un coffre. Après cette profusion, notre accompagnateur promet un peu de sobriété. Vite, direction Roquebrune-Cap-Martin, sans imaginer l'expédition punitive sur le sentier des douaniers.
ni l'escamotage pur et simple de 2027. Nos archives gardent une trace avantageuse de cette villa du Conservatoire du Littoral, achevée il y a 90 ans. Mais aujourd'hui, l'icône de l'art moderne est en restauration totale, grosse déconvenue. C'est beaucoup plus rare pour nous de travailler sur ce type de bâtiment. L'endroit est magnifique, le chantier est très intéressant. Mais vous ne pouvez pas beaucoup en profiter? Non, pour l'instant, avec les bâches, non. Heureusement, quelques mètres au-dessus, l'architecte Le Corbusier a décoché 2 traits de génie. Ses unités de camping minimalistes et son célèbre cabanon, 3,66 m de côté. Dire qu'il y a quelques semaines encore, nous redoutions l'enfermement dans nos appartements. À l'extérieur, la douche offre une vue et un contraste spectaculaire avec notre prochain rendez-vous, Monaco. Il domine le rocher depuis 1864, attire toujours le Gotha international. L'hôtel de Paris-Monte-Carlo a beau traverser l'épidémie, il a gardé son aura de palace ultime. Et des chambres accessibles aux clients fortunés, telles l'étourdissante suite Prince Régnier III, dont voici le couloir intérieur. Pour 40 000 € la nuit, hammam et sauna privatif inclus. 600 mètres carrés de raffinement, sans compter la piscine à débordement avec vue sur le casino. Il y a encore plus grand, la suite Princesse Grace de 900 mètres carrés, mais elle n'est pas libre. Elle a été occupée au début du confinement et le client s'y est tellement plu qu'en fait, il y est depuis maintenant 2 mois et demi. Malgré qu'il ait beaucoup d'autres maisons dans le monde, il préfère rester ici avec nous. L'art de recevoir jusqu'au sous-sol, dans la plus grande cave hôtelière de la planète. 80% d'hygrométrie, vinification et moisissure garantie. Je m'excuse, mais... Humble et chaleureux, Gennaro nous accueille. Avec son accent gourmand... Romano dal Forno, Amarone della Valpolicella. Et ses 350 000 nectars. 1,5 km de rayonnage jusqu'au sein des saints cachés à l'occupant nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. L'accès a été muré par l'ancien chef caviste. Il y avait 7 rangées, 7 épaisseurs de bouteilles vides, donc c'était un mur de verre. Jamais les Allemands n'aient pensé que derrière ce mur de verre, de bouteilles vides, il y avait un trésor caché. Dans cette place forte, des Romane Conti, des Barbaresco, des records. Petrus 82, Pomerol, affiché à 12 500 €. Le but d'avoir créé cette réserve, c'est mettre de côté pour les générations futures. On veut bien que ces vins soient présentés à la vente dans 10, dans 15, dans 20 ans, ici à Monaco. Donc ça, c'est un boulot que plus personne ne réalise. D'un sanctuaire à l'autre, l'alchimie se prolonge à la Colle Noire, entre Grasse et Montauroux. L'Éden de Christian Dior à partir de 1950. Vous ne mettrez jamais vos pas dans ceux de ses invités. Devenu espace de réception pour le groupe de luxe, le château ne se visite pas. Ketcheler avait une vraie passion pour l'architecture, il était visionnaire et on voit ici dans cette pièce combien il s'est investi pour transformer les anciens bâtiments agricoles en une pièce assez fastueuse qui fait 18 mètres de long. Cocon Louis XVI, truffé de bibelots et de passementeries. Houma provençal, avec tomate et cuisine généreuse. Simple, rustique et noble, tranchait le couturier. Dans la chambre, le muguet rappelle qu'il faisait coudre un brin porte-bonheur dans sa robe favorite à chaque collection. Superstition proverbiale et flair légendaire, avec cette roseraie qu'il avait faite planter. Encore un peu verte, au goût de François de Machy. L'actuel parfumeur de la maison Dior vient y pointer son nez. Vous êtes légèrement au-dessus, quand vous arrivez le matin, et quand c'est un peu humide avec la rosée, c'est extraordinaire. C'est magique. Il se souvient que la première création du maître est née ici, à l'orée du pays de faïence. C'était indissociable. Il citait cette phrase où Miss Dior est née de ces soirées de Provence traversées de lucioles. Il voulait un parfum qui sente l'amour.
Boulimiques, nous pensions compiler ces beautés de la Riviera comme des trophées. Ce sont elles qui nous ont surpris et conduits, conquis. Puisque même le soleil finit par renoncer, autant nous avouer vaincus, nous aussi. Pour savourer, enfin sans le filtre de l'objectif, cette côte d'Azur, soudain devenue d'or. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de regarder cette image en direct de Cap Canaveral en Floride. 2 astronautes installés dans leur capsule qui attendent donc le décollage. La NASA et la société SpaceX d'Elon Musk vont tenter de lancer le premier vol habité dans une fusée privée. Décollage à suivre ce soir à partir de maintenant. D'ailleurs sur LCI Canal 26, la première tentative avait échoué mercredi pour raison de mauvaise météo. Donald Trump, lui, vient d'arriver au centre spatial. Voilà, sur TF1, autre ambiance avec le concert Star 80 au Stade de France. Très belle soirée à vous et à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.